Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir d'être là ce soir. J'espère que vous vous êtes un petit peu enjaillés avec la petite musique d'intro que je vous ai laissée. Ce soir, on va parler de l'Anneau Unique, le dernier jeu de rôle du Seigneur des Anneaux qui a été donc réédité par Free League, parce que les droits avaient été perdus par Cubic 7. Donc en gros, c'est une V2. Une V2, on garde le même créateur. Donc l'idée, c'est aussi de rester dans la continuité. Je vais tout vous expliquer. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous allez bien ce soir, très chers amis, très chers auditeurs, très chers viewers, très chers membres de la comté, peut-être des nains, peut-être des hobbits avec nous ce soir, peut-être même des elfes, qui sait, ou peut-être même des rôdeurs. Est-ce que tout va bien de votre côté? En sachant que ce soir, bon, le JDR m'intéresse pas, je me casse. Merci beaucoup. Le mec n'était là que pour la musique. Peut-être qu'il y a une surprise à la fin, sache-le. Désolé, désolé. En tout cas, ce soir, donc, je vous présente l'Anneau Unique, le livre de base, parce que je vous avais déjà fait une présentation de la boîte d'initiation qui était sorti au mois de septembre. Donc, je vous en avais parlé, je vous avais fait une petite vidéo dessus avec tout le contenu, tout ce qui avait été mis en avant. Une première, parce que finalement, dans le Seigneur des Anneaux, il n'y avait pas eu de boîte d'initiation, donc c'était une grande première. Et vu que c'est un peu à la mode, bah, il fallait bien aussi que la licence Le Seigneur des Anneaux puisse avoir sa petite boîte. En tout cas, ce soir, on va parler de l'Anneau Unique ensemble. Je vais vous présenter le livre, je vais essayer d'aller vite sur la présentation. Le but, c'est pas non plus de vous le lire au complet, parce qu'il fait quand même son petit pavé. Mais en tout cas, ça va être de vous présenter donc l'ouvrage, qu'est-ce que j'en pense, et vu qu'en gros, c'est bientôt les achats de Noël, est-ce qu'il faut acheter, oui ou non? Voilà. En gros, on va essayer de faire très simple ce soir. Et puis, si on a un petit peu de temps, je vous parlerai de deux, trois trucs que j'ai reçus aussi dernièrement qui pourraient peut-être vous plaire. Donc, l'idée, c'est de vous présenter tout ça si on a le temps, bien évidemment, ce soir. Donc, sans perdre de temps, on va pouvoir avancer sur la présentation du livre. Hop, c'est parti. Alors, vous me dites si vous m'entendez toujours nickel, bien évidemment. Présentation donc de l'Anneau Unique, donc comme je vous l'ai dit, qui est fait maintenant par Free League, et toujours édité en France, traduit en France par Edge, par le studio Edge. Déjà, le premier truc qui marque quand on a le livre en main, c'est son poids. Il est ultra léger, c'est assez impressionnant. Ils ont fait un gros travail, alors, aussi au niveau des coûts, parce que vous le savez, le coût du papier a sacrément augmenté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, le livre est extrêmement fin et ils ont choisi un papier qui finalement a un côté un peu poreux, j'allais dire un peu ancien en termes de texture. Rien à voir avec finalement la première édition qui faisait, j'allais dire, un peu peut-être plastique en termes de papier. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais vraiment un temps qui finalement a été aussi mis sur le choix du papier et du carton. Donc en gros, on se retrouve avec un bel ouvrage plutôt léger, donc qui rentre, j'allais dire, dans toutes les besaces pour rester dans le thème, et avec un livre qui fait un peu plus de 235 pages, 237 exactement. Donc plutôt léger et plutôt agréable, déjà rien que lorsqu'on l'a en main. On ouvre une grande carte d'Eriador. Donc Eriador, finalement, c'est une partie de la Terre du Milieu. Et ça va être là où vous allez pouvoir vous aventurer avec vos joueurs et votre gardien, puisque je vous rappelle que le maître de jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux est le gardien. Voilà. Déjà, on se retrouve avec un menu qui ressemble beaucoup, et d'ailleurs même un copier-coller, des jeux Free League. Un menu, un sommaire qui finalement est fait en colonne. Tous leurs jeux sont de cette manière-là. Et franchement, en termes de lisibilité, c'est top. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve tout de suite avec finalement l'image déjà qui va caractériser le chapitre et tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc, on va essayer de découvrir ensemble finalement cette V2, qu'est-ce qu'elle apporte et surtout qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc en gros, on verra la résolution des actions, les aventuriers, donc comment créer son personnage, quelle race il y a dans le livre, les caractéristiques, vaillance et sagesse, les phases d'aventure, phases de communauté, je vous expliquerai brièvement ce que c'est,
finalement le chapitre est quand même plutôt court, parce que finalement c'est assez simple aussi sur cette partie-là. Une grande partie, le gardien des légendes. Donc comme je l'ai dit, le gardien des légendes, c'est le maître de jeu. Ensuite, on parlera du monde, et on ira sur les appendices avec tout finalement les personnages qui seront présents, notamment Gandalf le Gris. Alors déjà, avant même de commencer, je tiens à préciser que tous ceux qui ont des livres de la V1, comme moi, par exemple, ne vous inquiétez pas, tout est compatible. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait vraiment un effort là-dessus pour qu'en gros, il y ait une continuité. C'est-à-dire que si vous avez, ne serait-ce que le premier livre, donc le premier qui est vraiment sorti en V1, l'achat de la V2 sera clairement nécessaire parce que il y a quand même pas mal de corrections. Si vous avez la 1,5, celle qui était sortie un peu plus tard dans le temps, pareil, c'est une petite mise à jour avec celle-ci. Voilà. Alors, au niveau du livre, on va pouvoir donc avancer. Alors, prologue, je vous passe cette étape-là, parce que finalement, c'est celle qu'il y a dans tous les livres, où vous allez vous mettre dans l'ambiance du Seigneur des Anneaux, où finalement vous avez un courrier écrit par Gandalf qui vous écrit du poney fringant, qui vous explique finalement que le mal rôde et qu'en gros il va avoir besoin de vous. Déjà, petit point, les illustrations sont juste magnifiques et le papier choisi est juste incroyable. Donc, franchement, ça rend honneur à l'œuvre de Tolkien et ça fait extrêmement plaisir. Il nous explique finalement très simplement la structure du jeu qu'on va découvrir tout au long des chapitres. Résolution des actions. Donc résolution des actions, comment fonctionne le jeu? Simplement avec des dés 6 déjà dans un premier temps et des dés à 12 faces. En sachant que si vous prenez la bonne initiation, vous avez donc un kit de dés à l'intérieur pour un joueur. Finalement, vous avez pile poil le nombre de dés qu'il vous faut. Si par contre, vous n'avez pas de dés spéciaux Seigneur des Anneaux, vos dés à vous feront largement l'affaire, parce qu'il vous explique qu'en gros, vous pouvez utiliser vos dés 6 classiques, et si jamais vous avez des dés à 12 faces, en gros, il vous explique que le 11, c'est l'œil de Sauron, qui équivaut à un 0, clairement, c'est un échec critique, pour faire simple, et le 12, qui est la rune de Gandalf, qui lui est une réussite critique, qui vous permet donc, peu importe le score que vous avez, réussite directe. Comment ça se passe? En gros, quand vous lancez vos dés, c'est un comparatif avec votre seuil de critique. Donc en gros, votre seuil de critique, votre seuil de réussite, pardon. En gros, vous allez donc lancer un dé équivalent à votre valeur d'attribut, d'accord? Plus un dé de destin, toujours. Donc le dé de destin, c'est le dé à 12 faces. Et vous lancez. Et vous additionnez la somme et il faut la comparer avec votre seuil de réussite. Et à partir de là, si c'est supérieur, boum, jackpot. En gros, voilà votre feuille de personnage. Je vous la montre en direct. Je vous les mettrai en copie dans la vidéo pour que vous puissiez récupérer les feuilles. Elles sont disponibles sur le site de Edge. Donc, ce sera top. Donc, en gros, vous prenez donc l'attribut. Je dis une bêtise, hein, c'est-à-dire que sur corps, vous êtes, admettons, à 6. Vous jetez donc en gros vos 6 dés et le dé de destin. Et en gros, vous additionnez le seuil de réussite étant à 14. Hop, vous devez faire plus que 14 avec vos dés. Ça devrait normalement être facile. Voilà, donc ça c'est pour la partie lancer de dés qui est assez simple. C'est un système qui finalement est propre à l'anneau unique, mais assez facile à utiliser au fur et à mesure. Chapitre numéro 2, là ça va être la partie aventurier. Donc là ça va être toute la partie création de personnages avec les cultures héroïques, les capacités, les compétences de chacun en fonction de leur race, et ainsi comment créer votre propre compagnie. C'est-à-dire qu'en gros on connaît tous la communauté de l'anneau. En fait là vous allez créer votre propre communauté, votre compagnie de héros qui finalement va partir en aventure pour lutter contre le mal. Donc là, en gros, ils vont vous présenter les différents personnages, les bardides, les elfes de Lindon, les hobbits de la comté. Ça a été clairement un rajout sur cette V2. Les hommes de Brie, les nains du peuple de Durin et les rôdeurs du Nord. Là, on nous explique finalement les cultures héroïques. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est clairement tout ce qui est lié à votre race. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des bardides,
bah déjà, vous savez quels sont ses attributs. Donc là, en gros, vous avez deux options quand vous allez créer votre personnage, et c'est le cas pour tous les personnages, d'accord? Pour toutes les races. Soit vous jetez un dé, et vous savez quel, quel set d'attributs vous allez obtenir, d'accord? Donc, admettons, vous faites un 1, bah vous aurez 5 en corps, 7 en cœur et 2 en esprit, d'accord? C'est toujours 14 points qui sont répartis en fonction de l'ensemble. Soit vous le faites de manière aléatoire au hasard, ou vous choisissez clairement la typologie que vous voulez, mais vous faites vous-même votre typologie. Mais en gros, les classes des bardides sont déjà plus ou moins préfaites, donc ça vous permet de lancer très vite l'aventure. Pareil, vous avez des exemples de prénoms masculins et de prénoms féminins pour chacune des espèces de la Terre du Milieu. Ça vous permet de plutôt aller vite dans la création de votre communauté, voire même de vos héros. Et comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, toute la V1 est compatible avec la V2. Donc en gros, si vous avez les extensions liées au Rohan ou liées à Faucombe ou autre, et que vous voulez créer donc des hauts elfes, vous pouvez aussi. C'est-à-dire que vous avez toutes ces parties-là qui finalement sont clairement possibles dans la création de vos personnages. Ce qui est hyper intéressant parce que enfin, on va se le dire honnêtement, le fait d'avoir une V2, tout le monde pensait qu'en gros, la V1 ne serait plus compatible et qu'en gros, on allait se retrouver avec un nouveau jeu qui allait falloir tout racheter. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, là, maintenant, l'idée, c'est plutôt de vous dire, bah, si vous n'avez pas tout la V1, récupérez-les parce que de toute façon, ils seront pas réédités sur le nom de Free League. Ils seront peut-être réimprimés par Edge parce que Edge a encore les droits dessus, mais il n'y aura pas une nouvelle version dans cette V2. Parce que finalement, c'est tout ce qui a été conçu par Cubic 7 et l'objectif de Free League, c'est plutôt d'avancer dans les terres du milieu et d'aller ailleurs. Là, par exemple, sur la première extension qui va sortir en VO, c'est les mines de la Moria, par exemple. Donc voilà. Donc pour la création de vos personnages, c'est plutôt fluide, plutôt simple à mettre en avant. Et ça permet de très vite préparer votre groupe pour justement voyager en terre du milieu. Vous avez, hop, les caractéristiques de vos personnages. Et là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez avoir les compétences communes. J'allais dire comme dans tout jeu de rôle, hein, les compétences qui sont propres à l'ensemble des habitants du territoire, donc là de la terre du milieu. Et il vous explique finalement les attributs de chacun, les avantages de chacun. Ça vous permet finalement de vraiment découvrir l'ensemble de ces compétences. Vous allez avoir, hop, les compétences de combat, qui sont hyper importantes en fonction du personnage que vous allez choisir, bien évidemment. Un nain, s'il n'est pas habile en hache, c'est qu'il y a un problème quelque part, mais rien ne vous empêche de le changer si vous le souhaitez. Voilà, faut aussi l'avoir en tête. Vous allez, hop, sur toute la partie création, vous allez avoir quand même un beau petit pavé que vous pouvez laisser à vos joueurs. Vous allez avoir aussi le niveau de vie. Alors, ça c'est une particularité de l'anneau unique, et j'insiste sur la partie anneau unique et pas aventure en terre du milieu. C'est de se dire que la gestion de la richesse est totalement différente. Aventure en terre du milieu, c'est l'adaptation de l'anneau unique sur les règles de Donjons et Dragons. Donc en gros, il y a une gestion de richesse avec des pièces d'or, etc., etc. Dans l'anneau unique, on a voulu faire, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais beaucoup plus simple, c'est des niveaux de vie, des niveaux de richesse, je dirais même, où en gros, en fonction de votre niveau de vie, que vous soyez pauvre, modeste, courant, prospère, riche ou très riche, bah finalement, ça vous donnera accès à différents achats, différents niveaux de dépenses, et qui finalement se fera de manière très simpliste. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez très bien faire du roleplay en disant, bah vous rentrez dans une auberge et vous voulez la suite luxueuse. Si votre niveau de vie est modeste, bah vous ne pourrez pas y accéder. Par contre, si vous êtes riche ou très riche, c'est quelque chose qui pourra clairement vous être fourni. Pareil, en lot ou en loot, en fin de scénario, votre MJ pourra très bien vous dire, bah voilà, là, tu as récupéré un trésor équivalent à un niveau riche pendant 3 mois. Boum. Et vous savez que pendant 3 mois, bah, vous allez pouvoir vivre de manière sereine et très riche. Donc, c'est clairement un point qui peut être discutable, j'allais dire, parce que finalement, il y en a qui seront pour, d'autres non.
Moi, je trouve que c'est plutôt simple. Ça permet vraiment de se concentrer sur l'aventure. Donc, ça évite d'avoir une gestion de pièces d'or dans sa besace. C'est tout de suite beaucoup plus sympa. Je fais une petite pause. Alors, bonjour, j'allais dire bonjour tout le monde, hein. Salut Scarlix, salut Kartikeja, si je ne l'ai pas écorché. Ça fait plaisir de te voir pour la première fois. Donc, bienvenue. On est en train de découvrir donc l'anneau unique. Vous avez ensuite votre attirail de guerre, où là, vous allez donc les héros vont commencer leur carrière munis d'un attirail. Ils estiment le mieux adapté à la vie de l'aventurier. Dans le jeu, l'attirail regroupe des armes, des armures d'un aventurier. Donc en gros, en fonction de ce que vous allez prendre, bah, vous allez avoir une dague, une épée, un bouclier, une épée longue, etc., etc. Bien évidemment, à faire et à valider avec votre MJ pour que bah, finalement le groupe soit cohérent et pas non plus ultra stuffé et qu'en gros il n'y ait plus de cohérence dans l'aventure. Le chapitre 5, donc là on va parler de vaillance et de sagesse. Il va vous arriver à des moments d'effectuer certains tests, justement soit de sagesse, soit de vaillance, qui finalement vont avoir un impact sur votre personnage en fonction des actions que vous allez réaliser, savoir si vous êtes héroïque ou non, si vous êtes sage, si vous penchez un peu sur le côté obscur, etc. etc. C'est vraiment pour aussi imprégner votre personnage d'un peu plus de lore pour en gros dire bah voilà, toi t'es vaillant, c'est-à-dire que je pense à un hobbit par exemple, Sam, on va prendre cet exemple très simplement. Sam, pour Tolkien, c'est le héros du Seigneur des Anneaux. C'est le seul qui arrive à se séparer de l'anneau volontairement. C'est le seul qui arrive justement à porter Frodon jusqu'au au mont du destin, montagne du destin. Donc en gros, c'est clairement quelque chose qui pourrait être représenté par un test de vaillance, vous voyez, qui aurait pu être effectué. Donc clairement, il y a toutes ces petites choses-là qui sont incluses dans le livre, et je trouve ça top parce que ça donne de la profondeur, clairement, à l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, bah, le Seigneur des Anneaux, c'est pas Donjon et Dragon, donc en gros, vous n'allez pas rentrer dans un donjon, tuer tous les gobelins, hop, j'ai récupéré le trésor, on ressort, hop, on va à l'auberge, et ainsi de suite. Ça va être beaucoup plus subtil. Le mal est partout, mais surtout le mal est caché. Donc ça va être aussi un peu plus subtil. Et justement, ces tests de vaillance et de sagesse vont permettre pas mal de choses. Là, j'avance, mais en fait, j'ai oublié de vous parler donc les différentes vertus. C'est-à-dire que, en fonction du personnage, de la classe, enfin de l'espèce que vous allez choisir, vous allez avoir des vertus culturelles, mais surtout des vertus par rapport justement à ces classes-là, qui finalement vont avoir un impact sur votre manière de jouer. Si je prends là sur l'exemple en cours, donc les vertus des Berdides, bah finalement vous êtes ami des nains, ou vous êtes amené à une grande destinée, ou langage des oiseaux, etc., etc. En fait, ça va justement rajouter certains attraits, certaines compétences à votre personnage pour qu'en gros, bah, vous puissiez avancer dans l'aventure. Alors, on me dit Pipin, c'est le gaffeur, Legolas, le frimeur, et du coup, Boromir, c'est un carquois. Exactement, Boromir, c'est un carquois géant. Euh, on peut y mettre 8 flèches dessus, voilà, ou dedans, au choix, vous choisissez le terme voulu. Donc là, voilà, c'est toutes les vertus qui finalement vont permettre de donner un peu plus de profondeur à votre personnage. Là, on arrive sur la phase d'aventure. Donc là, ça va permettre d'expliquer comment une phase d'aventure se déroule en terre du milieu dans le livre de l'anneau unique. Vous allez avoir donc le déroulement d'une phase d'aventure. Donc vous allez avoir le contexte, les scènes, les fins de scène. Vous allez avoir la partie combat. Forcément, on a envie de se battre. Hein. Quand on fait du jeu de rôle, on veut toujours tuer plein de monde. Bah là, vous allez avoir toutes ces parties-là. Vous allez avoir les séquences de combat, comment est-ce que ça se passe, combat rapproché, attaque surprise. Est-ce que finalement c'est tir de loin, l'engagement, comment est-ce que ça se déroule. Vous avez toutes ces particularités qui finalement sont expliquées, j'allais dire, dans l'ensemble de l'ouvrage. Ils ont fait simple. Et c'est ça que je le note, hein, parce que finalement, parfois, on a envie de jouer. On n'a pas envie de passer son temps à jeter des dés ou avoir des brouettes de choses. C'est de se dire qu'on on avance dans cette histoire. Je me rends compte depuis tout à l'heure qu'en fait, vous ne me voyez pas, parce que je suis clairement de dos, mais j'ai enlevé la caméra. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez la gestion
les dégâts, résolution des attaques, les dégâts spéciaux, les coups perforants. Vous allez avoir finalement tout ce qui peut avoir comme impact, donc là en gros avec vos armes, vos armures, ce que ça peut infliger l'ennemi, ainsi que la gestion des blessures, que ce soit pour l'adversaire ou même pour vous, parce que vous risquez d'être souvent blessé si vous ne savez pas, enfin si vous voulez vous attaquer à plus gros que vous, bien évidemment. Donc clairement, enfin moi je trouve déjà le bouquin magnifiquement écrit, très agréable à lire. Vous partez pour une aventure, c'est-à-dire que moi, c'est une phrase dans le Hobbit, mais c'est clairement la réalité, c'est-à-dire qu'en gros vous partez en voyage, vous êtes une compagnie qui finalement va se retrouver amenée à voyager en Terre du Milieu pour justement une quête en particulier, et ça va vous permettre de découvrir finalement toute cette terre. Hop, je reviens 2 secondes, ne quittez pas. Hop, là on va parler de la phase de communauté, qui est une phase qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la phase aventure où en gros vous voyagez, vous vous battez, vous explorez, etc., il y a une phase, hop, vous revenez, j'allais dire, à votre QG, si on peut appeler ça un QG, et c'est la phase de communauté. Je vous l'explique tout de suite. Donc comme je vous le disais, la phase de communauté, c'est une phase qui finalement, c'est un moment de pause dans votre aventure. C'est là où vous allez pouvoir vous poser, pouvoir faire avancer votre personnage sur des choses annexes, sur peut-être acheter des nouvelles armes, des nouveaux boucliers, de l'équipement, rencontrer d'autres personnages qui vont peut-être vous amener d'autres quêtes, etc., etc. Donc c'est clairement, j'allais dire, si on compare à d'autres jeux, c'est clairement la phase pause, en mode hop, on construit. Dans Mutant Year Zero, c'est la phase de l'arche, où en gros on décide d'améliorer l'arche, on va fédérer la communauté, parce que c'est clairement aussi le but, hein, c'est-à-dire qu'en gros, le but c'est de créer du lien, parce que vous ne connaissez peut-être pas d'avant, l'idée c'est de se dire que grâce à ces phases-là, ça va permettre de solidifier et de consolider le groupe le plus possible. Chapitre 8, qui est un gros chapitre, qui est sûrement l'un des plus gros, et normal, parce que finalement, il concerne le gardien des légendes. Donc là, c'est clairement pour le maître de jeu. Et ça va permettre de vous détailler le fonctionnement, les outils qui vont vous aider clairement à la création de votre histoire. Oui, mais ne pas te voir nous permet d'admirer ton livre plutôt que toi. Merci, Scarlett, c'est justement l'objectif, c'était de ne pas me montrer moi. Je connais mon niveau de beauté, de charisme, et je ne voulais pas vous perturber, donc je préférais laisser uniquement ce magnifique ouvrage. Je le répète, il est juste incroyablement bien fait. Donc comme je vous le disais, sur la partie Gardien des légendes, on vous rappelle finalement le rôle que vous allez avoir, le narrateur, le fait que vous allez être un gardien pour cette communauté, pour cette compagnie, et que vous allez jouer finalement le rôle des sages, le rôle du gardien, le rôle du guide finalement dans cette aventure, un peu comme Gandalf avec la communauté de l'anneau, même si certains disent que c'est le plus grand escroc parce qu'il ne fait rien, il est là pour guider, il n'est pas forcément là pour faire. Hier, c'est un bon manager, il délègue, en gros, si on veut schématiser. Donc là, vous êtes sur une partie qui finalement va vous donner pas mal d'outils sur comment justement gérer les niveaux de risque en fonction de là où la compagnie peut se situer. Vous allez avoir différents personnages que vous allez pouvoir incarner, que ce soit les PNJ du bien ou les PNJ du mal. C'est-à-dire que là, hop, là vous avez Gollum, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais Gollum a été refait et il est encore plus laid en dessin qu'il l'était en film. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve l'œuvre et le dessin extrêmement bien fait. Et franchement, j'aurais pas envie de le rencontrer. Enfin, j'aurais croisé Frodon, je pense que je l'aurais. Enfin, je l'aurais croisé en étant Frodon, je pense que je l'aurais tué. C'est pour ça que je ne suis pas Frodon. Donc, comme je vous le disais, vous allez avoir donc les différents personnages que vous allez pouvoir incarner ou faire rencontrer à vos joueurs, avec leurs caractéristiques qui vont vous permettre justement de les affronter. Vous avez les différentes bêtes, donc là vous avez les loups sauvages, vous avez les morts vivants, vous avez des orques, parce que s'il n'y a pas d'orques, c'est qu'il y a un problème, les trolls, donc là on part sur de gros monstres quand même, et la partie butin, je vous en parlais tout à l'heure, où en gros, qu'est-ce que vous allez donner à vos joueurs en fonction du niveau de vie et surtout de la difficulté de l'œuvre qu'ils viennent de faire pour savoir
si oui ou non ça va être quelque chose de plutôt incroyable ou plutôt juste quelque chose de normal. Donc vous avez quand même énormément de contenu. Je vais vous dire encore heureux hein, pour la partie maître de jeu, gardien des légendes, qui vont vous permettre d'avancer dans les terres du milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de connaître l'ensemble de l'œuvre de Tolkien. C'est-à-dire que si vous avez vu les films, les livres, lu les livres, c'est déjà un must. Si vous avez juste vu les films et la série Amazon, ça va pas. Alors, série Amazon va pas forcément vous aider. Les films, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit vont déjà un peu plus vous aider parce que finalement, l'anneau unique se situe entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Clairement, ça se situe après la mort de Smaug. Ça, c'était déjà le cas pour la V1. Et là, on est parti un peu plus tard encore, une trentaine d'années après. Les films et les livres vont vous suffire. Clairement, il n'y a pas besoin de connaître l'ensemble de l'œuvre. Et les livres de jeux de rôle sont quand même extrêmement complets pour justement vous aider dans tout ça. C'est-à-dire que si je reprends en exemple les, euh, les livres de la V1, vous aviez toujours, ils fonctionnaient par deux, vous aviez toujours un livre qui finalement expliquait le lore, et hop, un autre qui expliquait les scénarios. Là, par exemple, vous avez le Rire des Dragons. Bah, le Rire des Dragons, c'était toute la partie scénario. Sauf que pour finalement jouer dans ce milieu-là, il fallait absolument le livre d'avant, qui finalement fonctionnait toujours par paire. C'était vraiment l'idée, c'était que vous aviez du lore et vous aviez du scénario. C'est-à-dire que vous n'étiez pas obligé de prendre le scénario si vous en vouliez pas. Vous pouviez aussi prendre juste le lore et ça vous permettait d'avancer dans, dans l'aventure sans forcément partir sur des scénarios officiels. J'aime bien les illustrations et la mise en page en tout cas. Non mais franchement, ils ont fait un gros taf et tu l'as pas en main, Scarlett, mais le papier, clairement par rapport à la V1, je sais pas si tu as eu la V1 en main, le papier fait un peu plastique, un peu glacé, un peu gloss. Et bah clairement, j'aime pas du tout. Maintenant que j'ai eu celui-ci en main, là on a vraiment l'impression de lire un livre ancien, un papyrus. Donc ça correspond un peu plus à l'œuvre de Tolkien que les livres d'avant où finalement tu avais l'impression que c'était un peu trop parfait. Ça collait un peu moins bien de mon point de vue. Là vous avez un chapitre, le monde. Alors, certains diront qu'il survole les différentes zones. C'est un peu ça, parce que je pense que ça va être aussi tout ce qui va arriver après en supplément avec Free League. On sait déjà que le prochain supplément, c'est notamment sur les mines de la Moria, ce qui n'avait pas été encore fait, donc en gros, ça c'est aussi une super bonne nouvelle. Mais en tout cas, vous avez donc le descriptif des différentes zones d'Eriador qui vont vous permettre de faire avancer vos personnages dans ces différentes zones avec quelques éléments de contexte qui vont vous dire bah voilà, il y a un tel et un tel qui vit ici, tu vas pouvoir peut-être les amener à telle auberge, les amener à tel endroit, mais attention, il y a des monstres, etc. etc. Donc c'est effectivement assez simpliste et assez light, mais ça vous permet de lancer finalement une aventure sans forcément partir dans tous les sens. Donc là, on arrive vraiment sur toute la partie du MJ où finalement vous avez pas mal de choses. Vous avez finalement comment créer des aventures. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne partie, bien expliquée. Parce qu'en gros, il va vous dire, bon, quand est-ce que vous voulez quand est-ce que vous voulez positionner l'histoire, saison en cours, année en cours, hop, vous essayez de voir comment est-ce que vous allez étaler l'aventure. Parce que si je prends l'exemple d'une des plus grandes aventures de l'anneau unique, qui est aventure en forêt noire, si je dis pas de bêtises. Pas loin. Ouais, c'est ça. Campagne en forêt noire. Euh, L'histoire s'étale sur presque 30 ou 50 ans. Donc, à vous de voir comment, si vous voulez créer une histoire, est-ce que vous voulez que ce soit plutôt court ou est-ce que vous voulez que ce soit une histoire plutôt longue. Où est-ce que vous voulez qu'elle se situe? À quel endroit? Dans quelle région des terres du milieu? Et qu'est-ce qui finalement, quelle va être la quête? Qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher? Le pourquoi? Ok, t'es bien gentil, tu me dis qu'à cet endroit-là, il y a des gobelins qui se sont installés, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer d'aller là-bas? Hop. Donc pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu ailles récupérer le secteur? Parce qu'il y a peut-être un truc hyper intéressant pour toi. Et qui? Donc en gros, qui va être dans cette merveilleuse histoire? Est-ce qu'il y aura un Gandalf? Est-ce qu'il y aura un Tom Bombadil, par exemple? Parce que oui, il est disponible dans les appendices que nous allons donc découvrir immédiatement. Euh, on les appelle les garants. Les garants, c'est vos guides. C'est les personnes qui finalement seront peut-être avec vous à certains moments de l'histoire, qui vont vous ramener
dans le bon chemin, qui vont peut-être vous donner des explications sur certains thèmes. Donc là, vous avez Balin, le fils de Fudin. Vous avez également Bilbon Saquet, que vous avez également donc, dans la boîte d'initiation, mais que vous avez aussi dans le livre. Vous avez bien évidemment notre très cher Gandalf, parce que oui, il faut à un moment donné rencontrer Gandalf. Il y a Círdan, le charpentier des nefs. Vous avez Gilgarion Label, pardon. Vous avez Tom Bombadil et Bédor. Donc, totalement squeezé de, de, des livres, des films, pardon, mais inclus dans, euh, dans les livres de jeux de rôle. Donc ça, c'est cool, ça permet peut-être de les inclure s'il y a besoin. Et les lieux d'aventure. Donc là, il va vous donner différents lieux, différents secteurs. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit? Là, si je prends l'exemple d'une étoile dans la brume, bah, vous allez avoir une petite aventure qui finalement va vous donner un peu de contexte, un peu de fluff, qui vont vous permettre d'avancer dans cette petite campagne, dans cette petite histoire, pour vous lancer clé en main avec vos aventuriers. Donc c'est tout petit, il vous donne même des pistes pour rajouter des lieux pour qu'en gros il y ait un peu plus de contexte, mais en gros vous avez de quoi vous lancer en terre du milieu. Et on arrive au bout de l'ouvrage. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce livre qui finalement que je viens de vous présenter en intégralité. Euh, il est sorti il y a maintenant 10 jours par Edge, donc je le rappelle. Il est vendu dans toutes les bonnes boutiques de jeux de rôle pour la modique somme de 44,99 €. Alors, dans le contexte actuel, c'est quand même assez impressionnant. Un jeu de rôle à moins de 45 € ou à 45 €, hein, c'est le prix symbolique. Ils ont fait, je pense, un compromis au niveau du papier, parce que vous le voyez, j'allais dire, je vous le montre à l'écran, mais c'est clairement un livre qui est un peu plus léger, on s'en rend bien compte, et on peut le plier assez facilement, d'où son point un peu plus light. J'ai pas d'autres livres qui font à peu près la même taille, quoique, si, regardez. J'ai Donjons et Dragons, je peux difficilement le plier en deux. Donc, le choix du papier et du carton, je pense, a permis effectivement d'économiser des coûts dessus, ce qui est très bien. Et je me suis même posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait ça avant. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui dans une complexité en termes de production de papier. En fait, on fait des choix aujourd'hui pour justement limiter les coûts. Et en soi, le produit est extrêmement top en termes de qualité. Bah, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on faisait pas ça avant? On aurait eu des jeux de rôle peut-être encore moins chers. Là, je viens de vous prendre le Donjon et Dragon, le papier est quand même un peu plus épais et un peu plus robuste, mais les livres généralement vont dans les bibliothèques, maintenant il y a les PDF, donc en gros, donc voilà. Donc je le répète pour ceux qui finalement viennent de peut-être tout juste d'arriver, l'anneau unique, donc c'est la V2 qui est maintenant faite par Free League, toujours traduite par Edge, par le studio Edge. Toute la V1 est compatible avec la V2. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez la V1, ne la jetez pas, ne la revendez pas, parce que ça va être des livres qui ne seront pas refaits. Clairement. C'est-à-dire que pas refaits. Ils ne seront pas faits par Free League, parce que ça appartient à Cubic 7. Puis surtout qu'il n'y a pas d'intérêt de refaire des choses qui ont déjà été faites, c'est plutôt d'avancer dans l'histoire. Donc si vous les avez, gardez-les. Si vous les avez pas, achetez-les. Je sais que certains revendeurs ne sont pas au courant que la V1 est compatible avec la V2. Bah, vous pourrez leur dire que oui, la V1 est compatible avec la V2. Autre petit point, Edge avait l'habitude depuis ces derniers jeux de rôle, je pense à Midnight, je pense à Genesis ou au Royaume de Terrinote, le PDF était inclus dedans. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. L'accord n'a pas été validé avec Free League. Enfin, je pense. Après, on n'a pas tous les détails. Mais en tout cas, il n'y aura pas le PDF inclus dessus. Donc, pour moi, clairement, c'est un grand oui. Clairement. C'est-à-dire que si vous avez des rôlistes autour de vous et que vous ne savez pas quoi leur offrir pour Noël, eh ben, vous pouvez clairement foncer pour leur acheter l'anneau unique. Alors, aussi bien le livre que la boîte d'initiation. Je vous avais déjà fait la présentation, elle est dispo en replay, donc je vous remettrai le lien dans la vidéo si jamais vous voulez la voir. Mais en tout cas, pour un fan de jeux de rôle et un fan de l'univers de Tolkien, généralement ça va de pair, bah, vous pouvez y aller. C'est deux ouvrages qui sont extrêmement bien faits, en sachant qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, parce que Free League donc, a annoncé l'apparition donc,
de l'extension sur les mines de la Moria prochainement. Donc je pense qu'en France, on l'aura à mon avis l'année prochaine, mais peut-être pour cet été, Inch'Allah. En tout cas, ce serait top. Et en tout cas, c'est une gamme qui va suivre, hein. Vous doutez bien que Free League va faire en sorte d'appuyer fort sur le champignon en termes de contenu. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est le même créateur que la V1. C'est toujours Francesco Nepiteo qui finalement avait fait la V1 qui continue sur CD2. C'est juste un changement d'éditeur qui est passé donc de CubeX7 à Free League. En tout cas, ils ont gardé la même équipe, ce qui permet justement d'avoir cette rétro-compatibilité et cette continuité dans l'histoire. Donc voilà. Donc pour moi, un grand oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc sérieux, toi tu dis c'est donné envie, c'est joli et c'est effectivement pas cher. C'est ce que je me suis dit aussi. Maintenant, bah, après, les besaces ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Vu qu'on a un peu de temps, hop, je voulais j'allais dire, je vais continuer un petit peu dans les présentations, sauf si vous avez des questions sur l'anneau unique. J'allais vous parler des auberges remarquables. Donc les auberges remarquables, qu'est-ce que c'est? C'est un petit livre qui fait une centaine de pages, édité par Arcane Asylum Publishing, donc ceux qui font notamment les Aliens, Cyberpunk ou Mutant Year Zero. Et ce petit livre, parce que finalement c'est vraiment un petit livre, va vous permettre d'avoir des auberges clés en main. Quand je vous dis des auberges, c'est surtout 9 auberges, puisqu'il y a 9 auberges qui sont totalement détaillées à l'intérieur, avec les aubergistes et leur équipe. Vous allez avoir le niveau de vie de l'auberge, les différents menus qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va vous permettre, j'allais dire, pour tout MJ débutant, ou MJ feignant, ou MJ qui n'a plus d'inspiration, ou MJ qui finalement préfère se concentrer sur autre chose dans son histoire et qui n'a pas envie de perdre du temps sur les auberges, bah là vous allez avoir un ouvrage qui finalement va vous donner des auberges clés en main. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, il y a des tables aléatoires déjà dans Donjons et Dragons. Je vous dirais, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais là, elles sont déjà faites. Donc en gros, t'as plus besoin de faire tes tables aléatoires. Donc vous avez un bel ouvrage. Pareil, vous avez donc toujours l'illustration de l'auberge, de la place où elle se situe. Ça permet un peu de contextualiser. Vous avez également les plans. Donc en gros, ça vous permet même, si vous le souhaitez, de les refaire sur Dungeon Alchemist ou sur d'autres outils de VTT qui vont vous permettre finalement soit les imprimer ou vous photocopier la page et la transmettre directement à vos joueurs. Donc, ça permet de donner vie aussi à votre auberge ou à votre lieu. Et vous avez, j'allais dire, à la fin, hop, il vient vous donner un petit guide pour créer votre propre auberge. Alors, j'allais dire pas la même manière que dans tous les livres de Donjons et Dragons, mais ça va vous permettre en fonction des 20, des 10 que vous allez jeter, qui vont vous donner finalement la structure, l'emplacement. C'est-à-dire que là, admettons, je jette un dé 10, je fais un 5, et ben en gros, mon emplacement, ce sera en bordure d'une rivière, par exemple. Ensuite, je décide de rejeter un dé, hop, je fais un 7. Bah, en fait, ma structure, c'est du basalte. Donc en gros, je serai bordure de rivière, mon auberge est en basalte, hop, on avance. Lieu pittoresque, bah hop, je jette un D20, je fais un 12 au beau milieu d'une nécropole enfouie. Comme ça permet en plus de donner un peu plus de contexte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit livre qui est disponible pour 29,90, pareil. J'allais dire pour les débutants, clairement. C'est-à-dire que je pense que pour les MJ maîtrisants, c'est pas forcément un outil nécessaire. Maintenant, ça permet toujours d'avoir quelque chose de clé en main, parce que comme je vous l'ai dit, hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez les tables, vous avez les différentes missions qu'il peut y avoir, les différents invités qu'il peut y avoir à l'intérieur, qui vont peut-être vous donner des quêtes ou pas, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un lieu de vie qui a été créé de toutes pièces. Donc voilà, c'est l'une des petites nouveautés de chez Arcane Asylum. Donc les auberges remarquables, de la table au comptoir. Pareil, ça peut-être être une belle idée cadeau si vous le souhaitez. Et je voulais vous présenter autre chose, vu que j'ai un peu de temps. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Dragon Shield. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils font pas mal de protèges sleeves, de protèges pour les livres, de jeux de rôle, pour
des cartes ou autre. Et ils ont fait une gamme jeu de rôle qui. Donc là, j'ai le kit compagnon donc là, pour les joueurs. Finalement, c'est une box que vous allez pouvoir ouvrir. Est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Ouais. Et vous avez à l'intérieur en fait des différents compartiments qui vont vous permettre donc déjà de glisser votre livre à l'intérieur. Hop, comme ça vous mettez votre livre de jeu de rôle et vous pouvez partir directement chez votre ami ou même chez vous, si c'est chez vous. Vous avez de quoi écrire. Donc là, c'est un stylo parce que vous avez juste sur le volet duo, vous avez une partie plastifiée où vous pouvez mettre votre feuille de personnage à l'intérieur et venir directement écrire dessus. Ça vous évite d'avoir le stylo, le crayon de papier ou autre. Vous avez de quoi ranger vos dés, vous avez vos différents stylos sur le côté. Vous pouvez même, si vous êtes, j'allais dire, une génération 2.0, vous pouvez même vous en servir comme repose tablette directement sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'en gros, bah, hop, vous décidez de poser votre tablette directement ici, et avec votre feuille de personnage directement. Et vous pouvez jeter vos dés directement sur cette partie-là. Donc c'est clairement, je trouve, un produit qui est de super bonne qualité, clairement. Ils font exactement le même en couleur noire pour les joueurs. Et ils ont fait également un modèle pour le maître de jeu, où là, vous allez avoir une énorme boîte qui va vous permettre de ranger des figurines. Vous allez avoir un énorme écran magnétique. Comme ça vous permet de coller directement vos, vos cartes, vos petits éléments que vous voulez montrer aux joueurs. Je l'ai pas. Je compte bien l'avoir pour Noël. En tout cas, si je l'ai pas, je le prendrai à un moment donné. En tout cas, c'est de super bonne qualité. Il y a un bémol, clairement. Je pense que vous le voyez à l'écran, c'est la taille. C'est quand même un truc qui est énorme. C'est-à-dire que si tous les joueurs ont ça à table, alors c'est top. Hein. C'est-à-dire que niveau qualité, on voit bien que les joueurs sont investis. Par contre, il faut des tables de géants. Que, je sais que c'est clairement un produit typiquement américain, parce qu'ils ont des tables 12 par 12, donc ils peuvent faire manger tout un régiment. Par contre, en France, les tables sont peut-être un peu plus petites, donc ça peut commencer à bloquer, je pense, sur cette partie-là. Surtout si en plus de ça, vous rajoutez le MJ qui finalement se retrouve avec un grand écran. Euh, donc, euh, donc en tout cas, super bonne qualité. J'ai pu le tester le week-end dernier justement chez un ami où je suis venu justement avec tous mes bouquins, mes stylos, mes dés. C'est bien pratique pour jeter les dés pour tout le monde. Ça évite d'avoir le truc qui est au plein milieu qu'on doit passer ou jeter sur la table directement parce que tout le monde n'est pas équipé. En tout cas, le gros problème qui est ressorti, c'est la taille. C'est-à-dire que sur la table, je prenais une grosse partie, donc ça faisait un peu moins de place pour les joueurs. Donc voilà pour ce soir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais voilà les petites nouveautés qu'on a pu recevoir, j'allais dire, dernièrement chez Entre Jeux Studio. Donc vous avez clairement l'anneau unique qui peut être une super belle idée cadeau pour ces fins d'année. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais en tout cas, si vous avez un rôliste dans vos amis, dans vos proches, foncez, ça lui fera extrêmement plaisir. Et si il a déjà pas mal de choses, en termes d'accessoires, vraiment, la gamme Dragon Shield que vous pouvez trouver sur Philibert, pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous avez donc la gamme joueur et la gamme maître du jeu. Je crois bien que celui-ci est vendu 49 € et je crois que le maître de jeu doit être vendu 79 €. Voilà. Donc ça vous permettra d'avoir des cadeaux en fonction du niveau que vous voulez faire directement auprès de vos proches. Voilà. Donc c'est tout pour ce soir. Je vous ai fait un petit live présentation de l'anneau unique notamment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez toujours le Discord qui est disponible pour Entre Jeux Studio. Vous aurez toujours Aventurier des Jeux, Zachem et moi-même pour répondre à toutes les questions rôlistes. Vous avez même Dandy ou Kyo qui vient vous répondre, donc n'hésitez pas. Ça m'a fait plaisir de vous revoir ce soir. Vous avez demain, vous avez la Ludic Squad demain avec Kyo, Pierrot, Jean Carton qui vont vous parler de l'actualité jeux de société. Et vous avez jeudi un live qui a été rajouté de dernière minute où c'est Kyo et Mathieu qui vont jouer à Tokaido Duo. Voilà, donc voilà pour les lives de la semaine. Vendredi, il n'y a pas de rapport de bataille parce que vous avez eu un gros week-end de rapport de bataille.
Et la semaine prochaine, vous aurez donc le live des 2 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, on fera un live 24 heures avec plein de lots à gagner, dont justement les auberges remarquables qui seront à gagner, ou même des boîtes d'initiation Donjons et Dragons. La dernière qui est arrivée, on en a reçu 4, je crois, 3-4 d'Asmodée. On a encore d'autres trucs, donc on va avoir pas mal de choses sur la partie rôliste à vous offrir sur ces 2 ans. Donc vous aurez le live qui commencera vendredi à 16 h. Pas vendredi là, hein, vendredi de la semaine suivante. Vendredi à 16 h pour finir donc le samedi à 16 h. Et ça ne s'arrêtera pas. Donc vous aurez plein de cadeaux, aussi bien des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de rôle. Donc en haut, plein de choses qui vont arriver. Ce soir, tous les présentateurs étaient bien, sauf... Ah bah non, ça marche pas. Et non, ça marche pas, Scarlix, tous les présentateurs ce soir étaient bien. Il y en avait qu'un, et tu peux pas dire sauf un, ça marche plus. Sinon, clairement, c'est moi. Mais je le prendrai pas mal, je te rassure. En tout cas, merci à toutes et à tous. Vous allez pouvoir manger, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, ce qui est mon cas. Et peut-être même regarder le match pour ceux qui veulent regarder le match, pour d'autres qui ne regarderont pas. En tout cas, chacun fait bien ce qu'il veut. Et on se retrouve très prochainement. Le prochain live pour Entre Rôlistes, ce sera le 8. Et on parlera des listes de Noël. Voilà. Donc, en gros, si vous n'avez pas encore fait vos achats de Noël, attendez le 8 et on vous parlera des différentes idées rôlistes que vous pouvez acheter à vos proches. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Passez une excellente soirée. Pensez à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux. Et on se dit à très bientôt. Ciao.